une panel je ne peux pas choisir vraiment une meilleure ouverture pour notre discussion aujourd'hui sur comment mettre le pouvoir entre les mains de femmes. Et donc, comme on a vu hier, dans le modèle conceptuel de dialogue, c'est-à-dire l'agenda commun, et aussi dans le modèle de l'OMS, ce n'est pas par hasard qu'il y a les femmes au centre. Ce n'est pas les systèmes de santé, ce n'est pas les technologies, c'est les femmes. Et ils sont là, comme on avait discuté, oui, comme individuels et bénéficiaires de services, mais aussi comme une personne autonome qui doit choisir et contrôler comment gérer leurs avortements, y compris l'option de l'autogestion, dont on a parlé un peu hier, et on va continuer de parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui avec nous, on va avoir une panel de 5 intervenantes passionnantes qui va nous parler de comment mettre les ressources nécessaires entre les mains de femmes. Mais d'abord, je veux vous rappeler que l'autogestion de l'avortement, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Parce que les gens, parfois quand on commence à parler de ça, disent « mais non, on ne peut pas commencer ça, c'est un truc de nouveau ». La réalité, c'est qu'en fait, la majorité des avortements dans le monde et dans cette région sont les avortements autogérés. Donc, je répète, les avortements pratiqués par les femmes représentent la majorité des avortements dans la région. Alors, en parlant ici de simplement comment convertir les avortements d'une manière non sécurisée aux avortements sécurisés. Donc, finalement, comment on peut faire ça? C'est que maintenant, on a la technologie qui peut nous permettre de faire ça. C'est l'avortement médicamenteux, en fait. Et c'est une technologie que j'étudie pendant 25 ans. C'est vraiment une révolution dans l'avortement et dans beaucoup de choses. Mais grâce à ça, maintenant, on a une méthode qui est sûre et efficace et qui, entre les mains de femmes, peut vraiment être une grande partie de nos solutions et de nos stratégies. Je veux aussi noter que, n'oubliez pas, quand on parle d'avortement, les droits de l'avortement, il y a également les droits qui existent, les droits aux bonnes informations et le droit d'un être humain doit bénéficier de tout ce qui est progrès scientifique. Donc là, on est en train de parler de plusieurs droits. Et donc, l'avortement médicamenteux, ça représente beaucoup de choses. Donc, on va s'arrêter là. On a des PowerPoint qui sont très, très, très courtes. On va vraiment essayer de garder beaucoup de temps pour des discussions aujourd'hui parce que je pense que c'est très important. Il y a ma co-modératrice, Fatou, je te laisse l'introduire et nous parler. Ok, d'accord. Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Fatou Janssen, je suis la conseillère régionale en plaidoyer pour Marie Stopes International, aussi connu globalement comme MSI Reproductive Choices. Je couvre les pays francophones, nos pays francophones ainsi que le Nigeria et la Tanzanie. Donc déjà, bienvenue à toutes et à tous. Et je pense que ce panel serait très intéressant vu que c'est un sujet qui est très important pour vraiment améliorer l'accès. Donc pour cela, le titre de cette session est « Entre ses mains, exploiter de nouveaux modèles de soins pour élargir l'accès à l'avortement sécurisé en Afrique ». Je prie maintenant les panélistes de bien vouloir nous rejoindre. Prince de PSI, Nejma de DKT, Benjamin Youth Sprint, Jade de Mama, ainsi que Nissia de Safe to Choose. Et sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci.
D'abord, on va parler de plusieurs révolutions aujourd'hui, c'est-à-dire la révolution de télésanté, de télémédecine, ainsi que l'auto-soin en général, qui est vraiment une révolution dans toutes les SR. Donc, on va commencer par Prince. Prince, est-ce que tu peux nous parler aujourd'hui du travail de Trailblazers Group autour de cette révolution qui s'appelle l'auto-soin en SR et d'une manière générale, et quel impact ça peut avoir sur l'accès à l'avortement et comment on peut faire pour essayer de nous aligner avec l'agenda de le travail que vous faites autour de autogestion, auto-soin en général et particulièrement sur l'avortement. Merci beaucoup. Une très grande question qui va demander beaucoup de temps, mais on va faire assez court. Je voudrais avant tout pour remercier les organisateurs, témoigner de ma connaissance de PSI, qui assure le secrétariat du groupe Trailblazers. J'ai le privilège de porter la voix de Sarah Onyango, qui est notre conseillère technique, qui malheureusement ne sera pas là, mais je sais aussi que dans la salle, nous avons des experts de la question qui pourront intervenir à tout moment pour apporter leur contribution. Ceci dit, avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que mon intervention va faire un peu suite à tout ce que nous avons entendu hier. Je crois que Antonella a abordé, et puis le docteur Chilanga ont abordé les questions du guide de l'OMS qui est assez avancé. Nous avons vu aussi dans l'après-midi la question de la délégation des tâches qui ne vise qu'à augmenter l'accès aux services. Tout à l'heure, tu précisais que la question de l'auto-soin n'est pas une question nouvelle. Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Nous en avons besoin aujourd'hui. Et pour faire avancer les choses, tout ce que nous avons à faire, c'est que nous-mêmes ne soyons plus les barrières à l'accès à la santé de façon générale. Donc, le groupe Trailblazers est une coalition qui se consacre à l'expression des pratiques sûres et efficaces en termes d'augmentation, d'autogestion de la santé, afin que les individus puissent mieux gérer leur propre santé, que les résultats de santé soient améliorés et que les systèmes de santé soient mieux équipés pour atteindre la couverture universelle. Donc le groupe Trailblazers réunit à la date d'aujourd'hui des 3 grands secteurs. Je vais parler du domaine des données probantes et de l'apprentissage dont quelqu'un a parlé hier. Je voudrais parler aussi du volet de plaidoyer et de communication au niveau mondial et enfin les plaidoyers et les responsabilités au niveau national. Ce qui est visé au niveau de ce groupe, c'est l'amélioration des systèmes de santé qui fait partie de l'ambition du groupe Trailblazers. Nous travaillons par l'intermédiaire des organisations locales en termes de plaidoyer pour mettre en place des groupes de travail thématiques au niveau des ministères de la Santé. Reconnaissons qu'au niveau de ces groupes, le travail est dirigé par les ministères de la Santé afin de contribuer à l'élaboration des directives nationales et au soutien de leur mise en place dans les pays. Il ne suffit pas que de mettre en place les directives, mais c'est la question de la redevabilité dont vous avez parlé hier, afin que la mise en œuvre soit effective avec tous les acteurs, y compris les jeunes. Nous travaillons également avec des partenaires, des parties prenantes, notamment les organisations de la société civile, tous ceux qui sont acteurs de la santé reproductive, et aussi les universitaires pour les questions de recherche pour faire évoluer les débats. Je vais aborder enfin la question de comment cela progresse. Le groupe Trailblazers s'efforce à faire progresser l'auto-soin de façon générale, s'il vous plaît. La question n'est pas focalisée sur l'avortement. Si nous focalisons le débat sur l'avortement, nous allons créer la barrière avant de commencer d'exposer notre sujet. Il s'agit de la santé de façon générale. L'homme, l'individu doit pouvoir avoir la responsabilité et le droit de gérer son corps. Je crois que la présentation de tout à l'heure est une très belle introduction. Et ceci fait suite à la publication de guide de l'OMS sur l'avortement sans risque. Aujourd'hui, plaider pour la promotion de l'avortement autogéré conformément aux directives de l'OMS. Et on ne pourrait pas avoir meilleure opportunité que l'avortement médicamenteux. Tenez-vous tranquille. Parfois, nous-mêmes qui sommes, ou qui nous disons intellectuels parce qu'on est allé à l'école,
parce qu'on est dans des secteurs d'activité, nous pensons qu'une femme, qu'elle soit lettrée ou non, elle n'est pas assez intelligente pour savoir comment utiliser les médicaments pour gérer sa santé. Mais quand c'est son enfant, on lui fait confiance et on lui donne les médicaments parce qu'on sait qu'elle va pouvoir bien donner ses médicaments à ses enfants. Mais quand c'est pour elle-même, on pose tellement de questions. Qui sont les barrières à l'accès à la santé de façon générale? Si ce n'est pas nous, je ne vous pose pas la question, soyez-vous tranquille. Nous avons organisé, pour ce qu'on a fait jusque-là, nous avons organisé beaucoup de webinaires pour partager les directives sur l'avortement sans risque dans certains pays. Nous avons fait des plaidoyers. Le groupe s'est élargi avec des partenaires stratégiques, spécialement l'Audace, où nous avons partagé plus d'informations. Nous avons travaillé aussi avec des coalitions diversifiées. Je peux être honnête et avouer qu'à la date d'aujourd'hui, tous ceux qui sont membres de cette coalition ne sont pas encore en faveur de l'avortement médicamenteux. Et le travail est de pouvoir collaborer avec ces gens pour éviter de créer la barrière. Venez, discutons ensemble. On a vu hier les questions des religieux, les questions de culture, et ainsi de suite. L'objectif est que nous travaillions aujourd'hui ensemble afin de faire progresser la question de l'EC2. Et qui parle de l'avortement, comme j'aime à le dire, veut dire deux choses. L'absence de la contraception ou l'échec de la contraception. Mais nous avons eu l'opportunité quand, excusez-moi de le dire comme ça, quand il y a eu des cas d'avortement. Nous avons l'opportunité de passer à la contraception post-avortement. Si nous travaillons à rendre disponible la contraception dans une première phase, si nous travaillons à rendre encore la contraception après l'étape d'avortement, nous réussirons à coup sûr à élargir l'accès à la santé de toute façon générale. Et si, enfin, pour finir, si nous mettons l'auto-soin dans tous les volets de la santé que l'homme peut gérer, que ce soit le paludisme, que ce soit quelle que soit la maladie, nous allons éviter le débat qui sera l'auto-soin lié à l'avortement. La santé doit être vue de façon globale et générale. Et le groupe de travail du groupe de Trailblazers, c'est d'aller dans ce sens. Et je vais lancer un pic à nos agents de santé. Ne soyons pas les barrières, soyons les solutions. Merci. Merci beaucoup. Prince, c'était vraiment très pertinent et j'espère que le message est bien passé, n'est-ce pas? Donc, ne soyons pas les barrières, mais vraiment, ouvrons les opportunités et facilitons l'accès. C'est important. Maintenant, Nejma, donc, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce panel et j'ai une question, ou bien plutôt nous avons la question vis-à-vis de la pandémie. On s'est bien rendu compte que durant la pandémie et surtout après la pandémie Covid-19, il y a eu beaucoup de changes, qui a beaucoup changé les conditions d'accès à la santé de manière générale, mais aussi vraiment l'accès aux produits d'avortement autogérés, médicamenteux. Et donc la question est, quelles sont les dernières données que nous avons sur l'accès et la demande dans notre région? Ainsi que aussi si vous pourrez élaborer sur les questions d'enregistrement de ces produits et les prix. Et où en sommes-nous? Et dernièrement, qu'est-ce que nous pourrons tous faire ensemble, toutes les parties prenantes représentées, pour vraiment s'assurer d'avoir des produits disponibles, accessibles, qui directement dans les mains des femmes, mais aussi au niveau des pharmaciens et des prestataires. Merci. Merci Fatou. Bonjour à tous, merci encore. Alors, pour répondre à cette première question, notamment la tendance avant-après Covid en termes d'avortement autogéré et un point sur les enregistrements. Il faut dire que jusque 2017, disons 2018, les intrants qui étaient les plus utilisés dans la région d'Afrique de l'Ouest et centrale étaient le kit manuel d'aspiration intra-utérine, le kit MVA iPass. Vous avez un exemple là que j'ai ramené, je pense qui est connu de tout le monde ici, et le misoprostol, en l'occurrence les 4 tablettes de misoprostol de 100 microgrammes, toujours bien d'avoir une idée de ce à quoi ça représente.
Nous avons démarré les enregistrements du Combipac, donc le mélange du mifepristone et misoprostol, en 2018. Nous avons obtenu les premières autorisations de mise sur le marché en Afrique francophone, quelque peu de temps juste avant donc, la pandémie mondiale, et je pense que ça venait à point nommé. Il faut savoir qu'à date, le produit qui est le plus utilisé en termes d'autogestion, ou du moins celui que nous poussons le plus et que nous revendiquons le plus dans nos activités au quotidien, c'est la mise à disposition du Combipac. Aujourd'hui, DKT International a enregistré le Combipac dans 8 pays d'Afrique francophone de l'Ouest et centrale, ce qui veut dire qu'il est disponible dans 8 pays. Donc, a priori, ce sont tous les pays que vous voyez ici, en rouge. Donc, vous avez et le Combipac et le misoprostol. Malheureusement, certains pays résistent ou font des blocages, notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Tchad. On ne lâche pas ce combat, on maintient notre combat, donc on va proposer très prochainement un Combipac qui sera préqualifié par l'OMS et qui sera enregistré et soumis, en tout cas on l'espère, en Côte d'Ivoire très rapidement. Ce qui est étonnant de voir ici, c'est que des pays comme la Mauritanie ou le Mali, comme on discutait hier, où la dominance religieuse, ou des pays où les lois sont plutôt régies par cet aspect religieux, ont accepté l'enregistrement du Combipac. Donc, ont accepté l'autogestion de l'avortement pour l'indication qui est mentionnée ici, à savoir l'interruption de grossesse thérapeutique jusqu'à 9 semaines, qui est la seule et unique indication du Combipac que nous avons enregistré aujourd'hui. Ce qui est important de savoir, c'est que mettre à disposition des pays au niveau national ce produit-là est primordial, mais doit en parallèle s'ajouter à la formation des prestataires, la formation des pharmaciens, l'information des populations, et je pense que mes collègues ici présents vont en parler. Aujourd'hui, le produit est accessible dans ces 8 pays à un prix public de 3 700 francs CFA en moyenne, ce qui revient à peu près à 5 ou 6 euros. Comparé à un avortement, enfin un acte médical qui est aujourd'hui estimé dans les 50 à 60 000 francs CFA dans des cliniques. Donc on voit tout de suite que la différence et l'importance que ça peut, l'importance qu'il peut jouer aujourd'hui. Pour répondre à la question que faire pour mettre entre les mains des prestataires plus de produits, des prestataires, des pharmacies, mais aussi des femmes, je pense, mon opinion est qu'il faut simplifier le process. Aujourd'hui, une femme qui souhaite avoir recours à un avortement autogéré, donc par elle-même, va réaliser plusieurs étapes. La première, trouver un prestataire de santé qui pourra lui remettre une prescription. Et croyez-moi, trouver un prestataire de santé qui est pro-choice et qui ne va pas être dans le jugement et qui n'est pas forcément le cousin de l'oncle de la tante de la famille, dans notre région, c'est difficile. Deuxièmement, une fois que j'ai cette prescription, il faut que j'aille en pharmacie. En pharmacie, je vais pouvoir récupérer mon produit. Et en 2021, on a mené une étude qui prouve que 85% des pharmacies demandent une prescription cachetée. Le cachet est très important, avec le nom et le téléphone du gynécologue ou la sage-femme. Et ce qui veut dire qu'on est dans un environnement réglementaire très lourd. Sans prescription, pas de produit. Mettre le produit à disposition des pharmacies, c'est notre mission au niveau de DKT International et mes collègues ici présents, MSI et autres. Donc, simplifier le process voudrait dire éliminer la première étape. Qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour mettre à disposition des femmes une prescription le plus rapidement possible? Et là, donc, je propose comme solution la télémédecine. Il peut exister aujourd'hui des plateformes, et il en existe une multitude dans la région, qui pourraient proposer une prescription en ligne à une femme qui souhaite avoir recours à un avortement, du moins autogéré. Donc une fois cette prescription obtenue, elle pourrait aller directement en pharmacie et ensuite faire son auto-avortement à la maison chez une amie avec des informations en ligne ou des informations idéalement qui sont données par les pharmaciens.
Donc la télémédecine est une solution. La deuxième solution, à mon sens, c'est améliorer les dépôts-ventes. Faire en sorte que le produit, que le combi-pack soit disponible au niveau des prestataires de santé, dans les cabinets, dans les cliniques, dans les centres de santé, bien sûr dans les pharmacies, que ce soit dans le circuit privé et public. Et enfin, dans un monde utopiste, je voudrais dire rendre le combi-pack et le misoprostol un produit de première nécessité auprès des pharmacies d'approvisionnement nationales. Faire en sorte qu'il soit intégré dans la liste des produits qui soient commandés chaque année par les différentes PNA, qui soient recommandés par les divisions santé mère et enfant, à minima le misoprostol, parce que ce n'est pas toujours le cas dans tous les pays. Ce qui permettrait d'avoir ces produits-là dans les centres de santé, au niveau des districts, au niveau communautaire, vraiment avoir une couverture nationale. Et enfin, je pense qu'un point important pour tous les acteurs dans le marketing social et organisation, c'est de continuer l'enregistrement de ces produits, persister. C'est pas parce qu'il y a des blocages, c'est pas parce qu'on pense qu'on n'y arrivera pas. Il faut quand même essayer avec du plaidoyer, avec le bon réseau. Voilà, merci. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. On ne vous entend pas ici. Merci beaucoup. Oui, merci Najma. C'est des points très très importants et merci pour avoir souligné ces points sur comment simplifier les process pour les femmes. Parce qu'en fait, je me rappelle, il y a une étude qui est sortie cette année qui montre qu'en Afrique, en fait, la demande pour la prévention, c'est plus élevé que dans toutes les autres régions du monde. Donc, on a un vrai problème. Maintenant, on va passer à notre collègue Jade, de Réseau de Mama. Jade, thank you for being with us. So today I would love if you could share with our colleagues a little bit about the Mama Network and the work that you're doing around abortion access at the community level, particularly reaching some of the most vulnerable populations, and what you've learned in the process of doing this amazing work in Africa and in other places, and how this really, the learnings need to be considered as part of our movement and our strategy more globally. Thanks so much, Rasha. This panel is so well named that in her hands. And I just want to give a little bit of history of even how medical abortion came to be known. It started in Brazil, and women were using misoprostol for other indications, and it would cause a miscarriage. So a message on the pack was written, do not use while pregnant, could cause a miscarriage. And women were like, aha, if I want a miscarriage, this is exactly what is to use. So researchers are catching up and making the research to show how and when it can be used safely, but really it's the women who made this revolution. It's the women who made this discovery, and this panel is about putting the power back in the women's hands to make abortions as safe as they can be. And in our work, one of the things that we have learned is that women are quite capable of using misoprostol by themselves, outside of clinical settings, very safely. It is, when used in the correct way, very, very safe. Up to 99% effective when it's used in a combi pack. And even the very latest research is also showing even misoprostol used alone is quite still very effective. We should not be worried or try and make the good be the enemy of the bad. When there's something that's super effective and something else that's a little bit more effective but not the same, let's not make one be the enemy of the other. And for example, let's not make that only abortions in a clinical setting with a doctor, with an ultrasound, with a prescription is when they're safe or when they're good, and making it sound like when women use themselves, it's something bad. So I am a coordinator of the Mama Network, and the Mama Network seeks to make misoprostol and mifepristone and ways to self-manage abortion widely accessible across Africa. We started informally back in about 2012, but formally formally we started to exist together as the Mama Network in 2016. And the work that we do is to
change the landscape on how abortion is seen in the continent and how abortion is experienced by women and people who need abortions in the continent. And how we do this is to make information available and make this information as easily accessible. So yesterday we did hear from WHO that the current guidelines for WHO have given guidelines on how self-management of abortion can happen. So WHO is saying that women can be providers to themselves for abortions. And we do know that there are different ways that this can be done. And the thing is, when WHO gives guidelines, it's sometimes in a scientific language, or it's in documents that women themselves cannot read or understand at the community level. So we break that down into very simple language in the languages in our community, in English, in French, in Igbo, in Swahili. Basically, very simple language that we all can easily access, because why should we not be benefiting from the scientific knowledge that is out there? Mama has also played a big role in building this body of knowledge by doing research, and we have a partner in research called IBIS Reproductive Health. So it is the thousands and thousands of women who we have counseled on hotlines or counseled one-on-one, whose evidence on how just effective and how safe women, even with very little literacy, women who cannot speak English or French or, and how they have been able to take this knowledge and still use it quite safely. And this is the evidence that WHO is relying on to make these recommendations, which we are quite happy about. So one of the things that I wanted to say is that we see self-managed abortion as a revolution, and we see that it is very practical. I know very many people in this room are already doing a lot of work on advocacy to change the laws so that the laws can allow for access to abortion. But we also know that even as we wait for the laws to change, today, right now, right this minute, there is a woman, there is a girl, there's somebody who's seeking abortion, and women will not wait. Women want to have safe abortions today, and as we are all doing the hard work to change laws, we are saying the abortions today must not continue to be unsafe. We know that illegal abortions don't need to be unsafe abortions. It does not have to be that illegal is unsafe, and this is something that we need to change right here, right now. So I also wanted to just say our big three pillars are: we bring information to women, and this is done in different ways. For example, we run hotlines. In some places they do have telemedicine, where there's a doctor on the end of the line, but in places where we do not have doctors, even lay women or activists or counselors can be able to provide this information quite safely. So we do make the connections that you're talking about. Most of the time people are wondering, which is that doctor who will agree to give me a prescription? Who's the friendly pharmacist who will agree to sell me the pills? Hotlines and activists are making that information known, and they're putting that information in people's hands. We also put pills in women's hands, sometimes directly, sometimes through pharmacists, sometimes through friendly providers. We get quite innovative and quite creative in the ways that pills can have legs, and pills are walking across the continent. And thirdly, we build movements. We do ourselves have learned so much from activists across the continent. The first time that I heard about these pills was from women from Latin America, and I was blown away. I was like, how do we not know this? How do we not know that this pill is very safe? It's in our pharmacies. I went to buy, I was not asked for a prescription. I thought, we cannot keep this secret anymore. And from one woman to another, by word of mouth, what we call the whisper networks, how do women in Africa know that you could use, for example, detergent, or all the harmful methods that we know? It is whisper network. So we infiltrate those whisper networks, and we replace the harmful messages with the safe messages that we now know. And we have known that
learning from one another, passing this message across, and owning the power, women can indeed be the revolution. And we believe that the pills are it. Thank you. Wow, thank you so much. And I agree with you. I think this touches again on the issue of simplification. I love your point. Women can't wait. The sooner women have access, the safer the abortion is. And this is very important. This is why removing the obstacles and simplifying in the work that you're doing is truly important in terms of impact. OK, merci beaucoup, Jade. Donc, maintenant, je vais passer à Nicia. Bonjour, Nicia, bienvenue au panel. D'accord, donc nous savons tous à quel point Internet a été une excellente source pour partage d'informations, obtention d'informations, et surtout ces dernières années. Nicia, pourrais-tu partager avec nous les expériences de Safe to Choose ou bien la méthodologie de Safe to Choose pour apporter vraiment des informations correctes et sur tout ce qui est droits et services de santé sexuelle et reproductive, et aussi nous en parler de d'où tu vois plus la demande d'informations dans notre région, quelles sont les questions qui sont posées, quels sont les besoins qui sont exprimés par les jeunes. Merci. Bonjour Fatou, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci pour cette invitation. C'est un honneur pour moi de participer à ce panel et de pouvoir échanger avec vous sur un sujet sanitaire aussi important que sensible. Et comme vous le savez, on n'en parle pas assez, alors que l'avortement affecte la vie de plus de 8 millions de femmes chaque année dans l'ensemble de nos territoires africains. 8 millions, dont 6 millions qui sont non sécurisés. Et comme le docteur Fatou Sow l'a si bien dit, l'avortement reste un luxe à géométrie variable. Donc ceci dit, notre objectif principal chez Safe to Choose, même si c'est un combat de longue haleine, c'est de répondre à cette demande en sécurisant cette pratique du mieux possible dans les pays aux législations contraignantes, car quoi qu'il en soit, il y aura des avortements clandestins, tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle. Donc, Safe to Choose, nous sommes une entreprise sociale, nous sommes une plateforme de conseil et d'information en ligne pour les femmes qui souhaitent avoir accès à une IVG. Et pour vous donner une idée, si on observe par exemple la fréquentation de notre site depuis sa création en 2015, on note que Safe to Choose compte à son actif plus de 18 millions d'utilisateurs dans 180 pays. 18 millions, c'est 2 millions de plus que la population entière du Sénégal réunie sur une seule et même plateforme, et qui réclament tous la même chose, l'accès à des informations sur l'avortement sécurisé. Tout ça pour vous dire que la demande d'auto-soins est en pleine croissance dans le monde et majoritairement en Afrique subsaharienne. Et pour nous, c'est surtout révélateur du manque d'informations disponibles au sein de ces communautés, d'où l'alternative et la montée en puissance des plateformes digitales comme Safe to Choose. Et là où on note le plus de demandes dans la région actuellement, c'est principalement au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Bénin. Et donc, à travers une communication entièrement numérique et portée sur le non-jugement, ça c'est important, nous mettons à disposition tout un panel de... Allô ? Oh. Et donc je disais, à travers une communication entièrement numérique et basée sur le non-jugement, ce qui est très important pour nous, nous mettons à disposition tout un panel de ressources pédagogiques et intégratives qui permettent aux femmes d'avoir accès à ces soins et qui nous permettent de les accompagner tout au long de leur parcours de santé. Parce que nous, notre priorité avant tout, c'est que les femmes puissent être informées et libres de choisir leur maternité et libres d'avoir les enfants qu'elles désirent. Ça, c'est fondamental. Et avec la croissance des réseaux sociaux, l'un des principaux enjeux, c'est justement de tirer parti de ces stratégies digitales pour ouvrir des voies d'accès plus équitables aux soins, et notamment, je pense, à la mise en place de technologies
qui permettent de soutenir ces milieux à faible réseau et donc qui nous permettent de mieux sensibiliser ces zones rurales ou excentrées qui seraient moins accessibles autrement. Donc en pratique, Safe to Choose est un modèle qui est basé sur 3 étapes, qui est simple, qui vise à être simple, accessible et visible. Donc d'abord, je commence par le plus général, qui est d'abord de partager des informations de manière didactique et compréhensible sur les protocoles médicaux pour élargir l'accès à l'auto-soin et l'avortement chirurgical au grand public, donc dans les pays qu'on couvre, y compris sur ce à quoi il faut s'attendre, la posologie et les effets secondaires possibles. Ensuite, on propose également un service d'accompagnement par messagerie où les utilisatrices peuvent entrer en contact et échanger gratuitement, ça c'est important, avec nos conseillers médicaux tout au long du processus. Et pour terminer, on offre également la possibilité aux femmes d'être orientées vers des prestataires de soins de santé, de confiance, dans leur localité, qui sont répertoriés dans notre base de données mondiale, le tout bien sûr dans une approche globale et positive. Et j'aimerais pour finir brièvement revenir sur les innovations que nous avons mises en place sur notre site et qui rentrent dans cette catégorie de nouveaux modèles de soins qui élargissent l'accès à l'avortement en Afrique. Donc je dirais que ça englobe tous les outils numériques qui mettent en avant l'autogestion de l'avortement et qui permettent d'accélérer le processus en évitant le côté onéreux et chronophage des parcours de santé traditionnels. Donc les outils numériques, ce sont tout d'abord les services d'accompagnement en ligne sur le court ou long terme, comme l'assistance par chat, la télémédecine, où les gens n'ont plus à se déplacer dans des centres de santé physiques et risquer de se faire stigmatiser ou pire, rejeter. Ensuite, comme je l'ai dit, l'avortement autogéré, c'est aussi l'une des procédures médicales selon l'OMS, lorsqu'il est bien encadré et géré de manière appropriée. Donc, les pilules abortives offrent une possibilité universelle d'avortement sécurisé, quelle que soit la manière dont l'avortement est réglementé par les lois nationales, du moment qu'on apprend aux femmes à s'en servir correctement. Donc ça, pour moi, c'est révolutionnaire, c'est la combinaison du digital et de l'auto-soin, car le digital permet d'apporter des conseils médicaux adaptés tout en restant gratuits pour qu'ils soient justement à la portée de tous et surtout des personnes vulnérables ou en précarité financière. Et je pense encore aux communautés vivant dans les zones rurales ou excentrées qui ont traditionnellement été négligées ou mal desservies par les réseaux de santé. Ces personnes maintenant peuvent également s'autonomiser grâce au numérique et reprendre la main sur leur autonomie corporelle. Voilà, donc pour conclure, dans les nouveaux modèles de soins, on entend aussi beaucoup parler d'omnicanalité, ce qui veut dire qu'on prend en charge l'utilisatrice à n'importe quel moment du parcours de santé. Et puisqu'on sait qu'il existe plusieurs points d'accès que les demandeuses d'avortement peuvent emprunter, lorsque le parcours est en ligne, nous voulons nous assurer que nous prenons en charge ce point d'accès. Donc en pratique, une utilisatrice peut commencer en ligne, faire ses recherches et par la suite ressentir le besoin d'être remis en contact avec un prestataire dans la vraie vie pour se rassurer. C'est à ça que va servir notre mécanisme d'orientation géolocalisée. Ou à l'inverse, elle peut commencer hors ligne et vouloir revenir en ligne pour vérifier des informations ou rechercher un modèle de soins numérique parce qu'elle a été stigmatisée par un prestataire. Merci. Merci beaucoup, Nicia, pour ces clarifications très pertinentes. Merci. Et je pense que c'est aussi assez fascinant de voir les différents types, genre d'accès, vraiment comment améliorer. Parce que ce que nous recherchons ici, c'est vraiment l'accès réel, n'est-ce pas? Comment améliorer l'accès réel pour les femmes et les filles. On n'est pas dans le théorique, donc franchement, je trouve ça très, très impressionnant. Maintenant, à toi. Oui, merci. Bon, parlons de solutions réelles. Benjamin, on sait que vous avez une expérience assez riche en RDC. Vous avez mené des études autour de
la télémédecine, l'utilisation de chatbots pour se connecter avec les jeunes, pour faire sortir ces infos. Et c'est vraiment venu au bon moment où, avec toutes les discussions et l'élargissement du droit à l'avortement en RDC. Est-ce que tu peux partager avec nous qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous avez appris de l'expérience jusqu'à aujourd'hui? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis très content de participer à ces panels, étant donné qu'on aborde une thématique très importante. Nous le savons tous, la télémédecine et l'approche autogestion de l'avortement sont des pratiques innovantes qui renforcent en fait, l'accès à l'avortement sécurisé. Et en République démocratique du Congo, il y a quelques mécanismes numériques qui permettent effectivement d'améliorer l'accès à l'avortement sécurisé. Il y a notamment l'école Center 122, qui est un centre d'appel national et qui reçoit jusqu'à environ 10 000 appels par mois. Il y a le chatbot Nurse Nissa. Il y a des applications mobiles développées par des organisations de la société civile, comme l'application Afiabora de l'ABEF, l'application Elingue de UFIM. Il y a aussi MSI et DKT qui ont des call centers internes qui permettent de connecter les femmes aux prestataires de soins. Alors, vu le temps, je vais plus insister un peu sur les call centers et le chatbot Nurse Nissa. En fait, Nurse Nissa, c'est un programme informatique automatique dans lequel on a préenregistré des informations sur la santé sexuelle et reproductive et principalement sur 3 thématiques, dont les soins complets d'avortement, les violences basées sur le genre et la contraception. Alors, en rapport avec les soins complets d'avortement, parce que c'est de ça qu'il s'agit ce matin, Nurse Nissa donne des informations d'abord sur l'avortement de manière générale, deuxièmement sur les pilules abortives, c'est-à-dire leur forme galénique, leur dosage, leur mode d'utilisation et même les différentes étapes à suivre pour autogérer son avortement. Nurse Nissa donne ces informations, mais en dehors de ça, Nurse Nissa donne aussi des informations sur comment on surveille la période après la prise de pilules abortives. Les signes d'alarme, par exemple, qui peuvent faire que s'ils apparaissent, qu'on soit appelé à consulter un prestataire de soins. Ça aussi, c'est des informations que Nurse Nissa donne. Alors, de l'autre côté, nous avons ce call center 122, qui est un centre national. Il a été installé à l'issue des engagements pris par notre pays au niveau des Nations Unies. Alors, le call center, avec l'appui de IPAS, a été connecté aux hôpitaux. En fait, au niveau de la RDC, IPAS a fait aménager des one-stop centers dans certains hôpitaux qui offrent des services d'avortement sécurisé. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque une femme appelle le call center, et que soit pour dénoncer une violence dont elle est victime, ou même pour solliciter une assistance, et si en plus de ça, elle a besoin d'un avortement sécurisé, le call center transfère directement l'appel au one-stop center. Et les prestataires qui sont au one-stop center entrent en contact avec la femme qui a appelé le call center. Et à partir de là, la femme peut s'adresser au prestataire pour solliciter le service. Et ce qu'il faut savoir ici, c'est que les informations en rapport avec le protocole de Maputo et même l'avortement sécurisé font partie du paquet des informations qu'on donne à chaque femme qui appelle. Ce n'est pas seulement sur demande de la femme. Même si la femme a appelé pour une question quelconque, pour dénoncer une violence ou pour demander de l'assistance, mais on lui pose quand même la question, est-ce que vous avez déjà entendu parler du protocole de Maputo? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'avortement sécurisé? Donc ça fait partie du paquet. Alors, à partir du moment où l'appel de la femme est transféré au One Stop Center, qui est un centre d'offre de services,
La femme entre en contact avec les prestataires et pose son problème. Alors, dans ce cas, le prestataire peut lui offrir deux possibilités. Soit si la femme est disposée et disponible de venir au One Stop Center bénéficier de son service d'avortement sécurisé, elle vient prendre son service. Alors si, pour des raisons ou d'autres, la femme n'est pas en mesure de se rendre au One Stop Center, dans ces cas-là, le prestataire s'assure de lui fournir toutes les informations pour que la femme autogère son avortement là où elle est. Le prestataire s'assure que la femme comprend bien le processus, comprend bien les signes d'alarme, comprend toute la procédure pour autogérer son avortement. Et il lui demande même si tel signe apparaît, tu peux consulter un prestataire de soins. Alors, à partir de ce moment-là, je crois qu'il y a un challenge qui commence. Le challenge, c'est l'accès aux commodités. Parce que, c'est vrai, vous avez l'information, on vous a instruit, on vous a donné toute la procédure, vous la connaissez par cœur, mais si vous n'avez pas accès aux commodités, ça va poser problème. Alors, le problème maintenant, c'est que dans notre pays, les commodités sont soumises à une prescription médicale, un peu comme on l'a souligné tout à l'heure, ce qui fait qu'il faut avoir une prescription pour accéder à ces commodités. Cependant, il y a des pharmacies qui ont été formées par IPAS, par DKT, qui offrent quand même, qui donnent quand même le produit aux femmes après un counseling, après des informations vraiment fiables. Donc, je vais conclure en disant que le succès de l'autogestion de l'avortement repose sur 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est l'information, dans toute sa globalité. La femme doit comprendre le processus, elle doit comprendre chaque étape et savoir ce qui peut arriver. Le deuxième paramètre, c'est l'accès aux commodités. On peut avoir l'information, mais si on n'a pas l'accès aux commodités, le processus est bloqué. La troisième étape ou le troisième paramètre qui est le dernier, c'est le plan B. Et oui, je l'appelle plan B. Parce qu'en réalité, s'il y a complication, la femme doit savoir chez qui s'adresser, à quel prestataire, à quel centre. C'est ça que j'appelle plan B. Donc, dans l'environnement immédiat de la femme, il doit y avoir quelque part où elle peut se réfugier pour prise en charge si le processus est compliqué. Merci beaucoup. Merci Benjamin, j'adore cette idée de One Stop Center au lieu de 7 Stop Center, qui est la réalité de la majorité de femmes actuellement. Et comment vous avez fait en fait pour la collaboration entre le système de santé, la communauté, les femmes, pour pouvoir avoir ce modèle? Parce qu'on ne peut pas continuer de travailler dans les voies parallèles en fait. Il faut trouver comment on peut travailler ensemble pour avoir un continuum de soins pour les femmes. Donc, nous avons plein de questions pour notre intervenant, mais en même temps, on veut profiter qu'on est ensemble pour vous laisser poser des questions parce que j'imagine que vous... Ah oui, voilà, ça commence. Ok, bon, je vous demande de garder vos questions, gardez les questions très très courtes parce qu'on va prendre le maximum de questions possibles. Bon, on commence ici par Mala. Et, ok. Non, je voulais de moi exactement. Ah, super. Merci. Ah. Merci, on va te copier là. D'accord. Moi, je propose qu'on prend 3 questions, on les répond, puis on fait une autre tournée. Parce qu'on a réservé assez de temps vraiment pour avoir cet échange. Donc, voilà. Bonjour, merci beaucoup pour ces discussions vraiment riches. J'ai une question et puis 2 commentaires. La première question, c'est... tout d'abord, j'ai posé cette question hier pendant la session de délégation des tâches et la réponse, je n'étais pas trop convaincue. Et c'est à propos de la stigmatisation et la résistance des prestataires des services à cette idée de l'auto-soin. Donc, nous avons constaté que la plus grande résistance vient de la part des prestataires de services pour vraiment céder ce pouvoir aux femmes et aux filles eux-mêmes de gérer
leur avortement avec, bien sûr, le soutien des prestataires. Donc, ma question envers vous, c'est quelle est la solution au-delà des clarifications des valeurs? Parce que je pense que c'est quelque chose qu'on doit mettre sur la table et adresser de façon honnête, que cette résistance vient justement des prestataires elles-mêmes pour donner ce pouvoir aux femmes elles-mêmes de gérer leur avortement. Deuxième, c'est un commentaire et c'est à propos du point que tu as fait, Nejma, à propos de la difficulté d'accès aux produits d'avortement, surtout avec la demande d'avoir des prescriptions cachetées. Et je voulais juste dire que dans la plupart de nos associations membres et nos points de prestation de services en Afrique, les femmes et les filles ont la possibilité d'avoir une consultation avec les prestataires en ligne ou en personne et d'avoir un code qu'elles peuvent donner à la pharmacie pour avoir des produits d'avortement. Donc, arrivé à la pharmacie, vous n'avez plus besoin d'expliquer pourquoi vous êtes là et vous pouvez maintenant avoir des produits d'avortement. Je pense que c'est un modèle très intéressant qu'on peut étendre ou mettre en échelle. Et troisième des choses, c'était juste pour donner une information à propos d'un outil que IPPF a développé. Ça s'appelle Medical Abortion Database. Donc, c'est une base de données de la disponibilité de médicaments d'avortement. C'est quel français ça, j'ai pas. Medical Abortion Database, quoi. Donc, base de données sur la disponibilité des médicaments d'avortement médicamenteux. Et vous pouvez, donc je vous invite à consulter cette base de données madeb.org pour avoir accès à cette information partout dans le monde. Merci. Merci, Mala. Coucou, je suis Viviane Kwame, présidente du réseau des jeunes ambassadeurs pour la santé de la reproduction. Moi, ma première question se situe au niveau de Mama Network. Est-ce qu'un pays qui, légalement, l'avortement n'est pas autorisé, peut faire la promotion de l'auto-avortement? Et si elle a des pays, est-ce qu'elle peut nous donner des exemples palpables? Deuxième question, c'était au niveau de la directrice régionale de AIPAS. J'ai eu à effectuer des enquêtes clientes mystères pour des KT ici à Abidjan, et même pour demander un simple produit de contraception, comme la pilule du lendemain à la pharmacie. C'est vraiment catastrophique. Donc, imaginons aller demander du misoprostol, c'est compliqué. Et les prestataires ici en Côte d'Ivoire surfacturent la prescription. Donc, si une femme veut un service d'avortement, qu'elle va chez un prestataire, d'abord, il faut payer 50 000 pour avoir seulement la prescription. Ça, c'est le premier pas. Deuxièmement, quand tu vas rentrer à la pharmacie, c'est tout un problème pour demander. Parce que, de un, le pharmacien va te chasser, t'humilier dans la pharmacie. Donc, il faut passer dans un autre circuit encore et débourser de l'argent pour payer. Est-ce qu'il ne faudrait pas, comme elle a dit, IPPF, mais ils ont des produits à leur disposition? Pourquoi ne pas mettre des produits aux dispositions des organisations qui peuvent assurer ce stock-là pour faciliter l'accès aux services d'avortement médicamenteux à toutes les personnes qui désirent? Merci, c'était tout. Okay. Merci. On prend une dernière question ou on peut, parce qu'il y en a plein là. Ouais. On va faire un deuxième tour. Est-ce que... On va faire un deuxième tour des questions. Qu'est-ce que vous voulez? Ok. On commence par... Stigmatisation, résistance des prestataires à céder leur pouvoir aux femmes, d'accord? Et comment faire? Deuxième, c'est difficulté d'accès aux produits pour les femmes. Donc, ce que Nejma de DKT a déjà soulevé. Et puis, une question pour Mama Network sur comment opérer, comment est-ce que ça se passe dans des pays avec des lois très restrictives.
commencer avec la question sur la stigmatisation et les résistances des prestataires à céder le pouvoir aux femmes, n'est-ce pas? Je ne sais pas, je pense quelqu'un qui... Oui, Netma? Oui. Alors j'aimerais commencer par dire que je ne suis pas experte en la matière, mais d'après mon expérience chez Save to Choose, nous avons remarqué que beaucoup de prestataires de santé ont du mal à dissocier leurs valeurs des besoins des patients qu'ils sont censés encadrer et qu'ils sont censés accompagner dans leur parcours de santé. Ceci dit, ce que je trouve regrettable pour la jeunesse africaine et les jeunes du monde, c'est que ces prestataires de santé, ayant fait le choix de ne pas avorter personnellement et de ne jamais avorter, ont la prétention malheureusement d'imposer leur vision de la maternité aux autres, ce qui est pour moi intolérable. Et dans un deuxième temps, j'aimerais aussi un petit peu souligner l'hypocrisie de ces prestataires de santé, de soins de santé, puisque eux-mêmes prônent la contraception, mais pas l'avortement. Ils vous disent oui la contraception, mais pas l'avortement. Mais soyons logiques, l'ultime recours en cas d'échec de contraception, c'est l'avortement. Il faut permettre aux femmes d'avoir les enfants qu'elles désirent, et si c'est une affaire personnelle que d'être contre l'avortement, ça, pour moi, ne devrait pas empiéter sur la vie personnelle des patientes qu'on encadre, puisque c'est leur vie, c'est eux qui vont devoir assumer cette grossesse et cette maternité à terme, et non pas nous. Et donc, il s'agirait d'avant tout de ne pas toujours tout rapporter à soi et de se mettre davantage à la place des autres. Merci. Désolée, hein. On a un petit problème de micro, pas suffisant. Merci beaucoup, Nicia. Je pense aussi que, surtout cette session sur autogérer l'avortement médicamenteux, c'est vraiment mettre le pouvoir entre les mains des femmes et c'est de réduire, hein, comment on dit ça, le contact, s'il n'est pas souhaité, hein, avec les prestataires. Donc, on l'a bien vu, il y a des plateformes, il y a des façons afin que vraiment on peut réduire et vraiment éviter les femmes à affronter la stigmatisation qui a effectivement des impacts négatifs sur la décision et autres. Donc, juste pour continuer, chacun aura ses questions. Je vais maintenant, on va revoir la prochaine question, c'était la difficulté d'accès aux produits des femmes. Et je pense qu'on pourrait lier ça aussi avec la dernière question, c'est vraiment par rapport au coût. La stigmatisation, quand les femmes ou bien les jeunes veulent avoir accès aux produits en pharmacie. Merci. Je pense que ce qui est important de notifier aujourd'hui, c'est que oui, l'accès aux commodités est de plus en plus, oui, difficile dans nos pays, je dirais même au niveau mondial. On parle de stigmatisation. On parle de prestataires de santé qui aujourd'hui ne veulent pas forcément pousser les femmes à avoir accès à un avortement autogéré. Je veux juste rappeler des petites données au niveau mondial. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 1 mois et demi, le téléavortement a été autorisé en Angleterre. En France, c'était pendant le Covid, donc en 2021, qu'on a autorisé les femmes françaises d'avoir accès au téléavortement. En Afrique, on n'a aucun texte de loi qui régit la télémédecine, donc c'est une porte ouverte pour nous tous, ça veut dire qu'on peut le faire assez rapidement. En ce qui concerne les coûts, d'un côté, on peut avoir des prestataires qui sont assez réfractaires, qui sont aussi intéressés par un service, par un business. Et lorsque cette jeune fille mentionne le fait que certains prestataires vont quadrupler la consultation pour juste délivrer une prescription de misoprostol, moi ça me révolte. Enfin, je veux dire, ça me révolte et je pense qu'en 2022, c'est se faire de l'argent sur le dos d'une femme qui est en détresse, c'est inacceptable. Malheureusement, ça existe. Maintenant, on est dans un environnement réglementaire très lourd, comme je le disais tantôt. Nous, en tant qu'organisation,
nous n'avons pas la possibilité de stocker les produits à notre niveau. Donc il y a un process de distribution du médicament en Afrique qui est aussi un résultat du passé colonialiste, mais ça c'est une autre question, qui fait que tous les produits que nous importons dans nos pays d'Afrique doivent passer par la France. Doivent passer par la France pour être redistribués en Afrique de l'Ouest et centrale via des grossistes pharmaceutiques que vous connaissez, Laborex, Duopharm, Ubipharm. Nous, organisations, nous avons des professionnels de santé qui travaillent avec nous, mais qui sont incapables aujourd'hui d'avoir dans leurs mains des produits que nous commercialisons, que nous fabriquons et que nous mettons à disposition des populations. Et donc là, j'invite que ce soit les gouvernements, que ce soit les stakeholders et les différentes parties de cet écosystème à revoir aussi le process de distribution, à le simplifier pour que le process d'obtention du combi-pack pour la femme soit également simplifié. Et donc le mot d'ordre, c'est vraiment la simplification des process. Voilà, merci. Merci beaucoup, Nejma. Donc maintenant, je vais demander à Jade. So the question is really about how do you operate, in a environment that is really restrictive in terms of laws and policies, and how do you ensure that at the end of the day, the women do have access to this information as well as the products needed for medical abortion? Okay, thanks for that. I just wanted to say that in most African countries, abortion is not completely illegal. I think it's probably only 2 countries where abortion is completely illegal. What this means is that in all our countries, there is some space for which the law allows for abortion, and that's where we start. We provide for women this information so that women can be smart, as we know women can be, to situate themselves sometimes in that law. And that means that when we have a hotline, we will provide information on, for example, our law allows for abortion if you've been raped, and this is how our law, you can go around accessing abortion if you've been raped. And we continue to give you information about how to manage an abortion safely if this is your choice. There's also laws that are international laws, for example, the right to information and right to give information, and we also base our information sharing on this. And the right to benefit from scientific research, and therefore that's what we rely on when we are sharing WHO protocols on how SMA happens. And then after that, we just rely on what I call the whisper networks. Some of this does not even rely on any particular law, really. It's just knowing that people in communities will talk, and if they're talking, how about they be sharing the right information? Ok, merci. Je ne sais pas, c'est bon ou bien vous voulez une petite synthèse en français? C'est bon, vous avez? Ok, super. Ok, maintenant je pense qu'on va faire un autre tour. Si je peux juste rapidement ajouter cette question de stigma que je pense on a commencé de parler. Pour moi, le conseil, c'est qu'il faut aussi penser pas seulement au niveau des stigmas, au niveau des prestataires, mais au niveau de notre mouvement. Là, on est en train de parler d'avortement clandestin, avortement provoqué, qu'on veut l'avortement médicalisé. Le langage est important parce que certainement, il culpabilise, il stigmatise l'autogestion. Donc, pour avoir un mouvement qui est plus unifié et plus global, je pense qu'il faut encore continuer de considérer notre langage. Et c'est quoi notre objectif? C'est quoi notre but? Merci beaucoup. Donc maintenant, je pense, voilà, je vais être très attentive. Première table, celle derrière, les deux. Ok, donc je vais essayer de changer un peu les côtés. Donc 2 tables ici, 2 au milieu et 2 à droite. Madame en jaune. Merci beaucoup. Moi, je félicite les panélistes. C'est vrai qu'ici, on a plus présenté l'accès
pour l'autogestion de l'auto-soin, on a plus présenté l'accès informatique digitalisé au moins. La question que j'avais à poser, c'est vrai qu'il y a une question qui s'est posée pour dire comment vous faites pour former ces gens. Est-ce qu'avec le ministère de la Santé, vous êtes d'accord? Pour la RDC, en tout cas, on a travaillé ensemble. Ça, je peux le dire. Et on a formé aussi les pharmaciens, pour que quand ils sachent un peu prendre en charge, c'est réel pour la planification familiale et aussi c'est réel pour les questions d'avortement sécurisé. Mais maintenant, la difficulté, la question que j'avais à poser juste à la voisine, c'est pour dire, avec cet accès-là, dans notre pays, par exemple, il y a un accès très, très limité à l'informatique, aux réseaux sociaux, parce qu'il n'y a pas couverture partout. Qu'est-ce qui est comme alternative? Pour qu'on sache, peut-être qu'on pourra adapter dans notre pays aussi. L'alternative à là où il n'y a pas de couverture réseau, ça se passe comment? C'était juste ça. Très bonne question. Okay. On prend une deuxième, peut-être? Oui, je pense on prend 3. Donc Steve est là et après on va... Le deuxième tour sera là, le troisième là. D'accord? OK. Steve, s'il vous plaît. Merci pour la parole. Vraiment, je suis très excité de contribuer à cette discussion très intéressante qui simplifie le concept de l'auto-soin. Je voulais juste questionner un peu les résultats qu'il y a en Afrique par rapport à la difficulté d'accéder aux médicaments avec cette contrainte de prescription. Je ne sais pas si c'est un problème de méthodologie d'étude ou c'est un réel problème, la prescription. Parce que quand vous allez avec des clients, comme on dit en anglais, mystery client, avec un client anonyme, les résultats peuvent sembler être très différents de quand vous allez vraiment comme un partenaire pour poser des questions, si oui ou non vous demandez la prescription. Donc la réponse du pharmacien ou du vendeur sera différente selon la personne qui lui pose la question. Mais généralement, quand on utilise des clients mystérieux, à la très grande surprise, vous allez apprendre que très peu de femmes ont besoin d'une prescription pour accéder aux médicaments, même en Afrique. Bien au contraire, malheureusement, la prescription est demandée pour justement brader les prix du médicament et demander à la femme peut-être d'accéder aux médicaments un peu plus cher, mais sans la prescription. Donc la prescription n'est pas un vrai obstacle. Les plus grands obstacles, c'est le prix, et probablement aussi l'information, comment utiliser. Donc si on peut regarder comment résoudre les problèmes de prix, les problèmes d'information sont des problèmes plus sérieux que les problèmes de prescription qui est déclaré seulement quand la question est posée par des personnes qui sont perçues comme des contrôleurs. Mais quand ce sont les femmes qui y vont, je ne pense pas que la prescription est un problème. Une autre contribution, c'est autour de self-care. Je vais aussi essayer de répondre à une question qui a été posée ici. Est-ce qu'un pays où l'avortement est illégal peut avoir des interventions de self-care? Moi, je vais dire oui. Je vais donner l'exemple du Brésil dans les années 80 et 90 où les dirigeants avaient des pressions très fortes venant des clergés religieux et ils ont laissé la loi aussi restrictive comme elle était, mais ils ont permis l'accès au misoprostol sans prescription. C'est une intervention de self-care. Permettre l'accès au misoprostol sans prescription est une intervention de self-care. Donc, le self-care ne doit pas être considéré comme seulement cette intervention où on facilite, on est là pour travailler avec la femme. Même travailler avec les politiques, c'est aussi self-care. Je peux... Ça va, je vais terminer. Une dernière minute. On peut revenir après, Steve, une dernière minute, c'est que nous parlons tous de self-care toujours comme l'intervention autour de la femme, mais essayons de voir ça de manière très élargie parce que l'OMS a publié un guide en 2021 qui est très ignoré. On se souvient seulement de celui de 2020 sur self-care où on a des différents niveaux d'intervention d'auto-soin. Ça peut être avec les femmes elles-mêmes ou de prestataires de soins qui ne sont pas des health-workers ou bien avec des health-workers. Donc, on peut travailler à des différents niveaux pour faciliter l'accès des femmes à l'information, aux médicaments et aussi accéder au système de santé en cas de complications. Essayons d'élargir nos interventions et ne pas seulement les limiter. Parfois, on peut créer des obstacles. L'un des obstacles que moi je trouve pour l'Afrique, c'est la digitalisation, par exemple, qui n'est pas disponible pour la majorité. Il faut essayer de penser qu'est-ce qu'on peut faire pour le contexte restrictif,
et trouver des solutions adaptées à ces contextes. Merci. Merci, Steve. Merci. Bien noté. On va prendre une autre question. D'abord, derrière, donc à gauche, et tout à l'heure, le prochain tour va se faire au milieu, et après, à la fin, nous irons à droite. D'accord? Comme ça serait plus balancé. Donc, le monsieur avec... Là, voilà, Okay. allez-y. Ok, merci beaucoup. Je suis Dr Simon. Dans le cadre du programme Agoki, à Moissy, on a un réseau des jeunes qui s'appelle Masuja. Récemment, on a reçu une fille qui avait utilisé les miso sans prescription. Et après, elle a communiqué notre réseau de référencement avec des complications fortes. Alors, dans les présentations des DKT, on a suivi qu'il y a les prestataires de santé qui en sont devenus un défi, mais aussi 80% des jeunes ont besoin d'accès aux médicaments, mais vu les challenges des pharmaciens qui ne veulent pas donner les services. Et puis, elle a recommandé qu'on puisse aller dans le cadre de référencement ou bien prescription en ligne. Je me demande, est-ce que ça ne va pas vraiment créer plus de problèmes si une fois on n'adoptait pas l'aspect d'avoir des prescriptions de prestataires de santé? My deuxième question, it is about Mama Foundation. I'm asking myself, I see the approach, which is very perfect, and the best practice are going to take back home. But did you do any survey before you start implementation of the services? Because yesterday we are seeing the survey, we saw that when services are available, there is increased case of abortion. Did you do a survey to see that there is any change when you provided self-care to women in the community? Thank you. Ok, d'accord. Donc, on va maintenant essayer de répondre à ces questions et puis après les réponses, nous irons au milieu. Donc, je pense, si j'ai bien compris, la première question, c'était vraiment vis-à-vis le manque de réseau. Donc, j'imagine qu'on parle là surtout Internet. Ben, je ne suis pas experte non plus en communication, mais je pense qu'on peut utiliser, avant de donner la parole à Nissia, on pourrait peut-être utiliser le téléphone, le call center, comme Benjamin de la RDC a dit. Donc ça aussi, c'est une façon de comment on dit ça, mettre le pouvoir dans les mains des femmes. Ça veut dire qu'elles peuvent obtenir les informations par un réseau peut-être moins moderne, mais un réseau de communication néanmoins, qui devrait normalement à nos jours être accessible à beaucoup de personnes. Nissia, tu veux ajouter quelque chose d'autre ou bien c'est bon? À la question, en cas de manque de réseau, d'Internet, comment est-ce que les femmes et les jeunes filles peuvent toujours encore avoir accès aux services en ligne ou bien voilà, aux informations? Tu voulais dire quelque chose? Vas-y. Alors, merci pour cette question très pertinente. Donc, comme je l'avais dit au préalable, Safe to Choose est une entreprise sociale qui opère de manière entièrement digitale. Donc, nous, à notre niveau, c'est vrai que l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas toujours prendre en charge les populations qui n'ont pas accès à Internet, à des technologies, mais nous référons des prestataires de santé dans les localités et dans les sous-régions que les gens peuvent fréquenter en se déplaçant tout simplement. Mais donc il faudrait au moins avoir accès à quelqu'un dans son entourage qui a une connexion et qui peut se connecter sur notre site et du coup se faire référer vers un prestataire de soins de santé. Voilà. Ok, merci. Netma, tu veux ajouter? Ce que je voulais ajouter, c'est aussi, alors effectivement, le taux de pénétration mobile est assez élevé dans la région. La connexion réseau en fonction des zones, notamment dans le nord, est, Congo, Burkina, enfin bref, n'est pas optimale. Donc il y a différents moyens de communication aujourd'hui. On a des moyens de communication vraiment ce qu'on appelle above the line, donc du mass media. On va faire des campagnes d'affichage, on va faire des campagnes radio avec des radios communautaires, avec bien sûr des langues adaptées en fonction des zones. Et on va avoir également des moyens de communication, ce qu'on appelle un peu plus
informel, c'est donc on va utiliser des femmes. Par exemple, au Sénégal, on utilise le réseau des Badianougor. Donc, en fait, ce sont des femmes conseillères qui vont aller dans les villages, qui vont se mettre sur la place, discuter avec les femmes entre elles et communiquer l'information. Par contre, ce qui est difficile, c'est justement donner accès à ces informations avec des réseaux de communication vraiment en masse. C'est qu'on ne peut pas communiquer sur la posologie, on ne peut pas communiquer sur le nom de marque. Tout est très réglementé. Mais on essaye de bypasser. On peut récupérer par exemple les numéros de téléphone portable des personnes qui appellent au call center et ensuite faire des push SMS. Donc juste poser des questions très simples. Connais-tu le misoprostol? Sais-tu que si tu utilises 2 ou 3 tablettes pour ça, voilà. Donc c'est juste donner l'information et toujours prendre ce risque. Mais on est obligé de prendre ce risque-là pour délivrer la bonne information aujourd'hui. Merci beaucoup. On va avancer très rapidement parce qu'on vient d'être informé que nous avions juste 5 minutes à disposition et on a promis qu'on va prendre 2 questions au milieu, 2 questions à droite. Donc, je donne la parole à Jade pour répondre à la question qui lui a été posée et puis on va prendre... D'accord, merci. Okay, I wanted to also just weigh in on the conversation about when it's illegal or restricted in the country. Actually, that's when self-managed abortion thrives. And people find different ways to access the pills, and sometimes, unfortunately, it's in black market, and pills are not of good quality sometimes. So the more we are encouraging good pills in the market, the better it is. And self-managed abortion provides a kind of privacy where when it's restricted, sometimes only the woman knows she's having an abortion. And this is very good if she's living in a country or she's in a kind of relationship that she's not able to have this open conversation, then she still has the power to make this decision. You know, the idea that sometimes you need a provider, I think the provider is necessary to the extent that they provide the correct information and the good pills, but not necessarily for the prescription. Even when a doctor writes your prescription and you go access the pills and go home, you still will manage the abortion by yourself. It's not different because a doctor wrote on a piece of paper. It's not different because a doctor is the one that handed you the pack. And even when the use of combi pack, it's very common practice, even in where there's no restriction, where the laws are allowing for abortion by a provider. It's very common that the provider will give the woman the first pill at the hospital, and because you need to wait 24 to 36 hours to take the other 4, the woman will be given the other 4 pills to go with at home. No abortion happens in that first 24 hours. So abortion will happen when she takes the other 4 pills and she will be at home alone. So it is very common practice. It's actually recommended. So let's not have the fear that when a woman is alone, it's when it's dangerous. It's when the woman does not have information when the abortion is dangerous. When she has the correct information, abortion is just as safe whether she's having it alone or she's having it with a provider. The provider probably checks in on her, probably on the phone, which activists can do this, friends can do this, other people who are not medical providers can do this. I wanted to also say about the price. The price gets bad or worse because, again, lack of information. But when women are sharing information with each other and they are demanding and they are asking for these pills and there are pharmacists who are friendly, even just the demand itself drives the prices down. So as many of us continue to share this information, all of a sudden the prices will be so affordable and women will not be extorted when they're trying to access it. And sometimes the extortion by pharmacies is also because they are extorted by law frameworks, the police. So as we are continuing to expand the safety in how pharmacies are providing, they are in a network that they feel secure. They do not feel the need to
if they're harassed, they know what to say and how to say, and they're providing, probably there's also evidence of prescriptions at their facility, whether those prescriptions have come through telemedicine or other ways. It means that pharmacies will not get harassed and therefore will not need to put high prices that we know mostly goes in bribes. How do we provide information where there is no maybe technology? By women to women. We do a lot of training for women, for community health workers, for women rights defenders, so that this information goes even in hard to reach rural areas where they might not be able to get onto our website. We do posters that we stick in public toilets, public transport systems, as many places as people can see this information. So yes, technology helps accelerate the information, but even in absence of technology, women accelerate the information themselves. Thank you very much. So now just in the name of fairness, and because I'm afraid to, so I would really, j'encourage, nous allons prendre 2 ici et 2 à droite, et s'il vous plaît, aussi, si vous avez surtout, on va prioriser les questions pour Benjamin et Prince, si vous en avez, comme ça, ce sera beaucoup plus balancé. Et on vous informe qu'il y aura une session tout à l'heure sur les produits aussi. 2 questions max. Donc, ok, bon. Bon, tu sais quoi, Jeanne? Comme tu nous as mis dans ça, viens, tu vas choisir toi-même. Parce que moi, je ne veux pas de soucis après. Hein? C'est un dialogue en même temps. S'il y a un soulèvement populaire pour rester plus longtemps et avoir quelques questions en plus, on peut se soumettre à la volonté du peuple. Tu me demandes de choisir 2 personnes, là? Fais tout. Alors, mais du coup, c'est du favoritisme pour les gens que je connais. Alors là, je pense que la RDC a beaucoup parlé. Alors, on va prendre là-bas, madame, et ensuite, madame ici. Voilà. Et il y aura des groupes de travaux cet après-midi pour continuer à parler de ces questions. Et pendant la pause café, où vous aurez du coup 3 minutes pour manger votre croissant parce qu'on est en retard. Voilà. Allez-y. Allez-y, madame. Merci. Merci. Ça passe? Que ça passe pas. Merci pour la parole. Je suis M. Justine du Gabon. Ma question s'adresse à DKT. Je sais que DKT était passé un moment au Gabon. J'avais vu Paul Augrand et ils ont eu une opposition du ministère de la Santé et plus précisément de l'Agence du médicament. Ma question est la suivante. Allez-vous abandonner le Gabon ou vous pensez à une stratégie pour aider les pays où la résistance est vraiment agressive, si on peut parler entre guillemets comme cela. Et autre chose, c'est par rapport à la résistance des prestataires à la délégation des tâches. Je voulais apporter aussi une contribution en disant que là, je crois que c'est un problème de conviction personnelle. Malheureusement, il y a certains prestataires qui n'arrivent pas à faire la différence entre leur conviction personnelle et l'offre des soins. L'idéal aurait été, si vous avez des convictions qui s'opposent à l'offre d'un soin, de référer la patiente chez l'autre prestataire qui est plus apte à offrir ces derniers. Donc, à ce niveau, je crois que chacun est responsable de ses actes et qu'on ne saurait généraliser. Merci. Merci. La deuxième personne que j'en avais désignée, c'était... Allez-y, madame. Merci beaucoup. Moi, je voulais parler des recommandations. En fait, ce n'est pas une question. Hier, j'ai essayé d'en parler dans le groupe thématique sur la redevabilité. C'est aussi les mécanismes internes que nous essayons de mettre en tant que coalition pour faciliter la communication et l'information. Par là, je vais parler d'une expérience de la CGND au niveau de la RDC, de faire la cartographie des espaces sanitaires, mais aussi d'un certain nombre de prestataires qui offrent le service avec l'ensemble de partenaires qui nous aident ou qui nous accompagnent. C'est aussi une recommandation que je vais formuler
rappeler à tout un chacun ici, des organisations, de pouvoir faire la cartographie des espaces sanitaires qui offrent de services. Et comme ça, même si on n'a pas accès à Internet, nous pouvons, lorsque nous recevons les demandes des clientes, pouvoir les orienter dans les centres les plus proches ou auprès des prestataires, comme nous on appelle aussi les DBC, les distributeurs à base communautaire, qui essayent aussi d'offrir les services aux côtés des prestataires. Merci. Merci à vous. Donc maintenant, on va donner vraiment une question, j'espère, aux collègues du Bénin, parce que je pense qu'on ne les a pas vus. ABPF, il y a un représentant qui avait levé la main, n'est-ce pas? Oui, soyez très bref, s'il vous plaît. Vraiment très bref. Oui, ok, allez-y, s'il vous plaît. Merci au Palénis pour ce partage d'expérience. Cependant, il reste un détail que nous n'avons pas décelé. Comment est-ce qu'ils se sont pris pour développer l'autogestion? C'est-à-dire, comment est-ce qu'ils se sont pris avec le ministère de la Santé pour gérer l'autogestion, ou bien ils ont dû réviser le protocole, ou qu'est-ce qu'ils ont eu à faire vis-à-vis du ministère? Veuillez préciser, quand vous parlez de île, vous parlez de qui? Des panélistes, parce que presque tout, surtout Benjamin, a eu à développer la télémédecine en ligne. D'accord, merci. Merci beaucoup. Donc, je vais dire, on va commencer par cette question déjà. Donc, comment est-ce que l'autogestion a été développée, ou bien comment est-ce que vous êtes entendu avec le ministère de la Santé du Congo, de la RDC? Merci beaucoup pour la question. Je crois que la directrice de la santé de la reproduction était là tout à l'heure. Elle a même pris parole pour dire que le ministère de la Santé de la République démocratique du Congo est très engagé dans l'avancement de questions liées à l'amélioration de l'accès à l'avortement sécurisé. Et c'est même ce qui a fait que ce ministère puisse accélérer le processus de validation de normes et directives, ainsi de suite. De par cet engagement déjà, le ministère, comprenant la question, n'a pas hésité à prêter main forte aux organisations de la société civile, aux partenaires qui ont amené des initiatives et des projets allant dans le sens d'accélérer l'accès à l'avortement sécurisé. Donc je dirais que c'est d'abord l'engagement du gouvernement, particulièrement du ministère de la Santé, à accélérer la question, qui a facilité aussi le processus. Je ne sais pas, Prince, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur discussion sur l'auto-soin en général et l'autogestion de l'avortement lors des discussions avec les gens des ministères et tout ça? Tu veux ajouter peut-être? Non? Voilà, donc, la question est DKT au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est au Gabon. Ouais. Merci pour la question. On n'oublie pas le Gabon, rassurez-vous. On n'oublie pas le Gabon. C'est vrai qu'en 2018, lorsqu'on a commencé nos activités en Afrique centrale, donc nous avons un bureau basé à Douala qui couvre aujourd'hui le Niger, le Tchad et qui était censé couvrir le Gabon. On s'est trouvé face à une DPM, un gouvernement assez réticent à l'idée qu'on puisse enregistrer des produits de santé de la reproduction. Je ne parle pas du combi-pack, je parle tout simplement de préservatifs, de dispositifs intra-utérins et de toute méthode contraceptive. La raison étant que la population gabonaise aujourd'hui avoisine les 1 million et qu'il n'y a pas besoin d'enregistrer des contraceptifs au Gabon. Or, je pense que cette raison est assez biaisée. On a été très occupés par lancer les différents produits. Aujourd'hui, on est présent dans 11 pays, mais on maintient cette lutte, notamment par des dons réguliers à des organisations basées à Libreville, mais aussi dans le nord, je ne me rappelle plus le nom de la ville, pardon, au Gabon.
Donc des dons de méthodes de contraception, des dons de kits d'aspiration MVA, iPass, et notamment la possibilité pour ces personnes d'être formées en ligne. Pas plus tard qu'il y a justement un mois, on a fait un don de 80 000 implants à une ONG basée à Libreville. Donc c'est un circuit plus ou moins informel parce qu'on essaie de voir comment on peut faire venir le médicament malgré le fait qu'on n'ait pas les autorisations de mise sur le marché. Maintenant, je suis ravie de discuter comment on peut continuer à faire du plaidoyer au niveau des différentes instances pour pouvoir obtenir l'enregistrement de ces produits pour les populations gabonaises. Merci. Voilà, merci. Donc, à toi pour clôturer notre panel. Vas-y. Bon, d'abord, je veux commencer par remercier tous nos panélistes aujourd'hui et vous pour les très bonnes questions. En tout cas, pour moi, je pense que le message final, c'est que oui, il faut absolument continuer de renforcer le système de santé et de services, mais maintenant, il y a beaucoup d'autres options. Il n'y a pas seulement un mécanisme pour élargir l'accès à l'avortement. Il faut qu'on continue à travailler et voir ce qui se passe de côté télémédecine, télédigital, et l'avortement autogéré. Tout ça, il faut que ça fait une grande partie de notre stratégie commune mouvement dans tous les pays de région et partout dans le monde. Donc, merci beaucoup. Je pense qu'on a la pause café maintenant, Jeanne, c'est ça?